Bienvenue dans le 20h et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Améliorer les conditions de vie, de travail et de rémunération du paysan en Côte d'Ivoire, c'est l'une des priorités du gouvernement. Le chef de l'État ne ménage pas les efforts pour y parvenir. Alassane Ouattara a exposé sur la question lors de son intervention à la Chatham House de Londres. Le président de l'Assemblée parlementaire Amadou Soumaoro a présenté ses vœux à la grande famille francophone. L'occasion de faire le point des actions de l'APF et de déterminer la nouvelle feuille de route. Quelles perspectives pour l'Assemblée en cette année 2020? La question a été largement évoquée. Ils sont plus de milliers, ces cadres ivoiriens qui travaillent dans la fonction publique internationale. Comment accroître ce nombre en créant un lien de solidarité de nature à favoriser l'accès d'autres Ivoiriens à ces institutions internationales? C'est le défi que veut relever l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. Coronavirus en Chine, 17 personnes sont mortes. Pékin a annoncé ce jeudi sa décision d'annuler les festivités du Nouvel An lunaire en raison de l'épidémie. 2 villes chinoises ont été mises en quarantaine à cause des risques de contamination du virus apparu en décembre dernier. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir encore sur RTI 1. Bonsoir à tous. À Londres, le président Alassane Ouattara, invité de la Chatham House, s'est exprimé sur les efforts déployés par la Côte d'Ivoire afin d'améliorer les conditions de vie des paysans et de tous les acteurs du monde agricole. Nous vous proposons un pan de l'intervention du chef de l'État sur cette question essentielle. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec 40%, le Ghana fait 20%. Le Cameroun 5%, le Nigeria 5%, donc ces 4 pays font 70% de la production agricole. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes que nous avons développés avec le Ghana, mais qui nous permettent quand même d'améliorer le revenu des paysans. Parce que les paysans, si vous avez l'industrie du chocolat, si vous prenez 100 milliards de revenus, en fait, les paysans ne reçoivent que 6%. Alors évidemment, c'est très peu et les gouvernements reçoivent encore moins. Hier, par exemple, le cacao était à 1613 francs CFA le kilo. Malgré les subventions que nous faisons, nous ne payons que 850. Et avant que je n'arrive aux affaires, les paysans ne recevaient que 400 ou 500 francs. Il y a également la noix de cajou, l'anacarde, où nous sommes premiers producteurs, la banane, l'ananas, l'EVA, où nous sommes premiers producteurs africains, etc. Et nous considérons que l'agriculture doit être vraiment la base de notre croissance. Et c'est ce qui a réussi d'ailleurs. Notre premier président a été vraiment un visionnaire, le fait qu'il a mis l'accent sur l'agriculture, alors que nous avions découvert des puits de pétrole et de gaz. Mais il a considéré que ce n'était pas la voie à suivre, qu'il fallait mettre l'accent sur l'agriculture. Et cela continue. Maintenant, nous allons passer à une deuxième phase, c'est maintenant la transformation de ces produits. Le cacao, par exemple, ne transformons en pâte, en beurre, que 35% d'une production de plus de 2 millions de tonnes sur les 4 500 000 au plan mondial. Et cette année, nous serons même à 2 200 000 tonnes. Et pour l'anacarde, nous ne traitons que 10%. Donc nous sommes prêts même à faire des subventions aux entreprises pour améliorer donc, la transformation de ces produits, parce que ça créera des emplois, notamment en ce qui concerne l'anacarde dans nos pays. Aider le monde agricole veut dire aussi faire des investissements dans les pistes rurales pour les aider à évacuer leurs produits, mettre de l'eau potable, mettre de l'électricité, avoir des écoles, avoir des centres de santé. C'est tout ce qui concerne le programme social que nous avons en cours et sur lequel nous avons mis 1 000 milliards pour 2019 et 2020. Et grâce à ce programme social, par exemple, on voit que le taux d'électrification en Côte d'Ivoire, qui était de 33% en 2011, est aujourd'hui à 70% et sera donc à 80% en fin 2020. C'est-à-dire nous passons donc de 33% à 80%, ce qui est vraiment extraordinaire. Tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Notre objectif, c'est qu'en 2025, nous soyons proches de 100% d'électrification du pays. En ce qui concerne l'eau potable, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on va aider le monde rural, en leur donnant tous les services de base, en créant des écoles, en mettant des bancs dans les salles de classe, en donnant des médicaments dans les hôpitaux, et ainsi de suite.
On s'intéresse à la francophonie. L'Assemblée parlementaire francophone dessine sa ligne directrice pour cette année 2020. Elle est composée de parlementaires de pays qui partagent les valeurs de la charte de la francophonie. Il s'agit pour eux de dresser un plan d'action afin de mieux affronter les défis de l'année 2020. Abiba Dambélé Saoué. C'est la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris qui a accueilli cette sympathique cérémonie de présentation de vœux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la grande famille francophone, avec une centaine d'invités. Une occasion de présenter les actions de l'APF et de l'Organisation internationale de la francophonie, avec comme objectif le rayonnement plus fort de la langue française dans les institutions internationales et européennes, la paix et le développement, la démocratie et le renforcement des droits, et enfin la lutte contre le réchauffement climatique. L'APF, ce sont avant tout des parlementaires qui portent la voix des peuples, mais vous le savez aussi, au quotidien, ce sont des sections qui travaillent, et c'est aussi un secrétariat général. Cette année, il y a eu un certain nombre de changements pour permettre à l'APF de tenir toute sa place et tout son rang au sein de la francophonie, et plus largement, je pense, car nous sommes tous des militants de la francophonie, à défendre les principes et les valeurs de la francophonie. Dans les années à venir, l'APF s'attachera à la modernisation de ses statuts et au fonctionnement du secrétariat général pour une francophonie qui rassemble les peuples, les parlementaires des États et les gouvernements. 2020 s'annonce comme une année riche en élections dans notre espace francophone. Nombreux sont les pays, notamment en Afrique, qui appelleront aux urnes les citoyens francophones. L'APF souhaite que ces rendez-vous marquent le triomphe de la démocratie et la consolidation de la paix, deux valeurs fondamentales et indispensables que notre Assemblée défend avec force. Aussi, la situation sociopolitique préoccupante dans plusieurs pays de l'espace francophone, notamment en Afrique, interpelle-t-elle notre institution. C'est pourquoi, considérant la nécessité absolue du respect des valeurs, de liberté et de progrès qu'elle prône, l'APF, par ma voix, en appelle à tous les responsables politiques et à ceux de la société civile à privilégier les droits fondamentaux des citoyens et le bien-être de nos populations. Une francophonie forte pour renforcer son influence dans le monde, tel est le vœu du président Amadou Soumaoro pour cette année nouvelle. Dans le domaine des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, le gouvernement a entrepris des travaux d'élargissement des voiries dans plusieurs communes. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a visité des chantiers sur la route d'Abata dans les communes de Cocody et de Bangerville. Ces travaux seront livrés d'ici le mois de juin prochain. Francis Wafo. Ces jeunes, au nombre de 60, exerçaient comme des nyambros au grand carrefour de Koumassi. Depuis quelques mois, ils ont été reconvertis en pompistes, balayeurs, assureurs, guichetiers et agents de sécurité. Leur lieu de travail sera la nouvelle gare communale de Koumassi. Une fierté pour le préfet d'Abidjan qui a fait de la traque des Nyambros un combat. Nous sommes fiers de vous, mesdames et messieurs. Nous sommes fiers de votre formation et c'est ce laboratoire que le président voudrait avoir. Il n'y a pas de vie dans le désordre. Il n'y a pas de vie dans l'insécurité. Il n'y a pas de vie dans le non-respect des lois. La nouvelle gare communale Yaya Fofana de Koumassi, du nom d'un ancien leader du syndicalisme de transport en Côte d'Ivoire, offre plus de 300 emplois indirects. Cette infrastructure réalisée par la mairie de Koumassi vient rétablir l'ordre dans ce secteur tombé dans l'anarchie à Koumassi. De quoi réjouir les acteurs qui ont fait la promesse d'une bonne gestion. À partir de maintenant à Koumassi, pour le passager qui voudra quitter Koumassi pour une autre commune, viendra directement au guichet, payer son ticket et à partir de son ticket, il ira monter dans le véhicule. Le maire de la commune de Koumassi, Ibrahima Sissé Bakongo, se félicite de l'aboutissement de ce projet qui constitue la phase pilote d'une série de gares communales. Mais déjà, il exhorte les acteurs du transport au maintien de la sécurité et à la lutte contre la violence.
Ici, il faut que ce soit des jeunes qui viennent au travail comme tout le monde et qui viennent gagner leur vie ici. Mais nous ferons en sorte qu'ils se détournent définitivement donc de la violence parce que la violence ne mène nulle part. Le ministre des Transports, Amadou Kone, invité spécial de la cérémonie d'inauguration, félicite le conseil municipal de Koumassi pour l'ouvrage. Il soutient que ces efforts du maire Ibrahima Cissé Bakongo seront soutenus par le lancement du renouvellement du parc automobile pour le compte des transports communaux. Avec le maire, nous sommes en train de travailler pour mettre à votre disposition, grâce au président de la République, et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, pour mettre à la disposition des transporteurs de Koumassi des véhicules neufs. Les véhicules, pour une partie, sont déjà à Abidjan. À côté de cela, pour le transport communal, nous sommes en train de travailler pour aider les chauffeurs de taxis communaux à devenir des propriétaires de taxis. Autrefois, c'est le grand carrefour de Koumassi qui servait de gare intercommunale, lieu de désordre et de violence faisant parfois mort d'hommes. Voilà, nous étions donc dans la commune de Koumassi où une nouvelle gare routière intercommunale vient de sortir de terre. Dans d'autres communes également, des infrastructures modernes sont en vue, notamment à Cocody et à Bingerville où de nouvelles voies sont en cours de construction. Francis Bafo. Commune de Cocody, Carrefour, Abata. Une nouvelle voie longue de 5 km en construction entre ce rond-point et le village Abata. C'est une voie qui a été réalisée. C'était prévu pour être une autoroute, mais ça a été réalisé que d'un seul côté. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le deuxième côté, de sorte à permettre une fluidité donc, de la circulation. Nous sommes venus regarder l'avancement des travaux avec l'ensemble de nos équipes, la Géroute, le fonds d'entretien routier, le BNET qui contrôle les travaux. Effectivement, les travaux avancent bien. Je pense que d'ici mai, l'ensemble des travaux seront donc terminés. C'est un projet d'un coût d'un peu plus de 7 milliards. En compagnie de plusieurs directeurs généraux et des responsables techniques, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est allé constater l'état d'avancement des travaux du prolongement de la voie boulevard Mitterrand à Bingerville et celle du carrefour Abata à Cocody-Angré. Aujourd'hui, le développement de la ville d'Abidjan, c'est du côté de Bingerville. Il y a beaucoup de constructions qui se font, il y a des logements sociaux. Donc nous sommes allés regarder donc, ce tronçon, c'est-à-dire le prolongement donc, du boulevard Mitterrand jusqu'à Bingerville. Il y a environ 6 km en 2x2 voies. Pour l'instant, il y a environ 4 qui sont déjà réalisés. Il reste encore 2 à réaliser. La route va se poursuivre donc jusqu'à Ebra. Le projet du carrefour d'Abata, mais cette fois-ci en allant vers le CHU d'Angré. Il y a un premier tronçon d'environ 3 km qui a été déjà réalisé par une première entreprise. Il y a une seconde entreprise qui est en train donc de poursuivre jusqu'à ce que ce projet arrive à l'hôpital d'Angré. Si le chef de l'État souhaitait faire tous ces investissements, c'est pour permettre aux populations de se déplacer aisément. Tous les travaux d'élargissement des voiries dans la ville d'Abidjan devraient s'achever à fin juin prochain, selon le ministre Amédée Kofi Kouakou. Elle constitue 98% des entreprises ivoiriennes. Les PME veulent avoir un meilleur accès au financement. Les promoteurs de ces petites et moyennes entreprises, qui sont au nombre de 60 450, réclament notamment des prêts à taux zéro et sans caution. Les acteurs du secteur ont présenté leurs requêtes au ministre de la Promotion des PME, Nadia Edja et Lansine Bakayoko. Des prêts à taux zéro sans caution. C'est la principale demande formulée par les 60 450 PME déclarées en Côte d'Ivoire en direction des pouvoirs publics. Les PME attendent ou souhaitent le renforcement des fonds propres des créateurs, des PME avec des prêts à taux zéro, sans caution, pour accélérer l'accès au financement. La mise en place effective du Fonds ivoirien de l'innovation, la mise en place du crédit à l'export au profit des PME exportatrices. Le gouvernement est déterminé à accompagner les PME qui constituent 98% des entreprises ivoiriennes. Déjà, de nombreuses actions ont été menées en faveur de cette catégorie d'entreprises. Entre autres, la mise à disposition de fonds d'appui à l'entrepreneuriat à hauteur de 365 milliards de francs CFA, ainsi que le financement de 210 projets pour un montant global d'environ 3,3 milliards. Je prends bonne note
de vos doléances. Je m'emploierai avec vous tous, sous l'autorité de son Excellence M. Amatou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, à leur donner une réponse satisfaisante dans la mesure du possible à court, moyen et long terme. Cependant, je vous exhorte à vous formaliser afin de crédibiliser vos demandes de financement. Tous ces efforts vont être poursuivis. Un fonds de garantie de 30 milliards de francs CFA pour la couverture des risques liés au crédit des PME est en préparation. En février prochain, il est aussi prévu l'inauguration de l'incubateur de San Pedro et une campagne de vulgarisation du statut de l'entrepreneur. Ces PME sont présentes dans le domaine des infrastructures de base. Elles travaillent aussi sur des projets qui concernent l'adduction en eau potable. Dans ce domaine, 14 grands projets structurants sont en cours de négociation pour un montant de 1 320 milliards de francs CFA. Il s'agit de porter le taux d'accès à l'eau potable à 95% contre les 82% actuels. Lancine Bakayoko. Nous sommes des hommes de métier. Selon le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, le chef de l'État a donné son accord pour la recherche des financements nécessaires à la réalisation de ce vaste chantier d'adduction d'eau potable. Ces projets sont entre autres l'alimentation de 200 sous-préfectures et de 155 sous-quartiers d'Abidjan. Je voudrais vous sensibiliser, vous tous qui êtes les responsables du ministère, à faire en sorte que ce projet puisse aller à son terme avec efficacité et célérité, car les populations attendent beaucoup de ce projet. De 2011 à 2019, l'État de Côte d'Ivoire a investi 581 milliards de francs CFA dans la fourniture d'eau aux populations. Au cours de l'année dernière, 35 châteaux d'eau ont été inaugurés dans plusieurs villes et localités semi-urbaines. Mais l'activité majeure reste la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes villageoises inscrites dans le programme social du gouvernement. Ce projet doit se réaliser sur 3 ans, mais ensemble, nous avons défini une stratégie qui doit permettre de réparer les pompes sur une période d'1 an, c'est-à-dire que en fin juin 2020, nous devons tous tout faire pour que les pompes, les 21 000 pompes, soient réparées afin que nous sortons des parents des difficultés d'accessibilité à l'eau potable. Il faut rappeler que les 14 grands projets structurants vont coûter 1 320 milliards de francs CFA. Avec ces projets, le taux d'accès à l'eau potable devrait atteindre les 95% contre 82% actuellement. Nous sommes jeudi et le dossier politique de ce soir s'intéresse à ces cadres ivoiriens qui travaillent dans la fonction publique internationale. Ils sont un peu plus d'1 millier, présents tant dans les organisations internationales, régionales que sous-régionales. Et pour accroître ce nombre, l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens entend bien abattre toutes ces cartes. Voyons le comment et surtout les avantages pour la Côte d'Ivoire dans ce dossier politique signé Michel Digré. Les fonctionnaires internationaux ivoiriens en conclave en ligne de mire renforcent la présence des Ivoiriens au sein de la fonction publique internationale. Le facteur principal pour le développement d'un pays, c'est les ressources humaines. Et au niveau des fonctionnaires internationaux, je suis content que cette association fasse un travail très important pour qu'il y ait plus de fonctionnaires internationaux ivoiriens dans toutes les structures, ça et là, dans le monde. Un fonctionnaire international est une personne qui travaille pour une organisation internationale, régionale ou sous-régionale. Il existe deux types de modes de recrutement. Les fonctionnaires internationaux sont recrutés sur la base de certains critères de compétences et de valeurs. Ensuite, le processus suit son cours. Vous avez un processus de sélection des curriculums vitae. Deuxième étape, c'est les interviews. Vous passez devant un panel pour être interviewé par des spécialistes. Le second mode de recrutement est beaucoup plus complexe. Pour les postes dits politiques, les postes de directeur, les postes de secrétaire exécutif, il y a une dimension politique plus importante qui apparaît où ça se passe. En plus du processus de sélection normal,
il y a des interventions, il y a des consultations au niveau des chefs d'État, au niveau des groupes régionaux, pour voir à quel pays ou à quelle région ce poste en particulier va revenir. Au cours des 5 dernières années, plus de milliers de fonctionnaires internationaux ivoiriens ont été recensés. Ils sont présents dans plus de 40 pays et 39 organisations, mais d'autres challenges restent à relever. La Côte d'Ivoire n'a la tête d'aucune organisation internationale. La Côte d'Ivoire n'est pas un poste d'adjoint ou de directeur Afrique d'aucune organisation internationale. Et ça, c'est un problème auquel il faut pallier de façon la plus urgente possible. Parce que la présence de fonctionnaires internationaux au sein de ces grands organes de décision, c'est une source de renseignement, c'est une source de financement, c'est une source de promotion même d'autres Ivoiriens pour que vous rentrez. Par exemple, quand vous y allez, que vous êtes à un poste politique important, vous constituez votre cabinet. Donc vous faites venir les staffs d'Abidjan, les techniciens, les collaborateurs et tout ça. Vous faites venir vos compatriotes. Parmi les fonctionnaires internationaux, Dr Guéhi Robert, représentant de la FAO à Dakar, il a reçu le prix d'excellence 2019 du meilleur Ivoirien de la diaspora. Au-delà de la qualité du travail qu'il abat à la FAO, d'autres facteurs ont concouru à cette distinction. Les critères utilisés, il y a la progression professionnelle, bien sûr, qui a été mis dedans, je pense, mais il y a également ce qu'on fait dans les communautés où on vit. Et moi, à Rome, pendant plusieurs années, j'étais vraiment impliqué dans les services de communauté en faveur des Ivoiriens qui sont là-bas. Ensuite, les gens demandaient, je crois, comment est-ce que tu interviens, même ici en Côte d'Ivoire. Et ils se sont informés parce que depuis 2001, moi-même et mon épouse, on est impliqué dans le développement rural chez nous à Lambien, où on a près de 2000 femmes que nous soutenons de notre poche, très souvent, pour faire le riz, le manioc, etc. Et ces femmes-là, le peu qu'on leur a donné a vraiment aidé. Pour le président de l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, il faut accroître les actions en faveur d'une présence beaucoup plus significative dans les institutions internationales. Il faut aussi que parmi ceux qui occupent en ce moment, ou bien qui ont occupé de hautes fonctions, qu'on commence à les préparer aussi. Quand ils vont quitter le gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas les préparer pour avoir par exemple tel ou tel poste dans le domaine de l'industrie, au niveau de la FAO, etc. Il faudrait aussi que quand la Côte d'Ivoire soutient quelqu'un, soutient un pays pour un poste important, comme on l'a fait pour la FAO, le nouveau directeur général de la Chine, comme on l'a fait pour le FMI, la dame de Bulgarie qui est directrice générale du FMI, comme on l'a fait pour la Banque africaine de développement récemment, le président a dit qu'il va soutenir le président de la BAD pour un nouveau mandat, il a bien travaillé, etc. Que quand on fait ce genre de soutien, qu'on puisse demander aussi quelques contreparties, que d'autres Ivoiriens qui sont dans le gouvernement, qui ne sont pas dans le gouvernement, qui sont ambassadeurs, qui ont occupé des postes importants dans la fonction publique nationale ici en Côte d'Ivoire, puissent être proposés, puissent être préparés pour occuper ces postes-là. C'est ce genre de choses-là qu'il faut faire. À court terme, la F2I ambitionne avoir au moins 2 Ivoiriens compétents à la tête d'organisations internationales de référence. Ouvrant le chapitre de l'actualité des partis politiques ivoiriens, le RHDP continue les investitures de coordonnateurs régionaux. Celui de Kouto, zone nord de la Côte d'Ivoire, a reçu sa feuille de route. Ami Sissoko. Deux semaines après l'investiture des coordonnateurs régionaux RHDP de la Bagou et de leurs associés, c'est au tour des délégués sous-préfectoraux, communaux et leurs associés de la zone de Kouto 2, regroupant les localités de Gon, Kolia et Chanla, de bénéficier de l'onction du parti unifié. Siama Bamba, l'un des coordonnateurs régionaux du RHDP de la Bagoué dévoile ainsi à Gon, dans le département de Kouto, le commando qui ira à l'assaut des militants pour la victoire des oufouettistes en 2020. Pour réussir cette mission, la zone de Kouto 2 se dote même d'un tout nouveau siège. Une organisation qui n'a pas de siège est une organisation volatile. Nous nous sommes mis ensemble, nous avons repéré ce local pour qu'il serve non seulement de cadre de travail à nos amis, mais aussi qu'il serve de quartier général de tous les militants du département de Kouto. C'est une équipe gonflée à bloc qui compte mettre toutes les chances de son côté en vue de prendre le contrôle du département de Kouto.
Nous devrons tous féliciter nos frères du département de Kouto et encourager les autres composantes à faire en sorte que partout dans la Bagoué, nous puissions rendre le parti physiquement présent. Merci à tous ceux qui œuvrent pour faire respecter les instructions et les ambitions du président Alassane Ouattara. Prodiguant encouragement et conseil, le coordonnateur régional Siama Bamba, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué, a exhorté la population à la cohésion, à la culture de la paix et au vivre ensemble. Dans l'indénié Joablin également, les représentants du RHDP ont reçu leur cahier de charges. Ils ont pour mission de promouvoir les valeurs de paix et de cohésion prônées par le parti. Mamadou Kwasi. Assurer la victoire du RHDP dès le premier tour à la présidentielle d'octobre prochain, c'est le leitmotiv des militants de ce parti de la région de l'indénié Joablin. Pour relever ce défi, une coordination régionale est mise en place. Elle est conduite par le ministre Pascal Kwaku Abina, par ailleurs président du conseil régional de l'indénié Joablin. Il a avec lui des coordinateurs associés pour faciliter le travail de terrain. Ce commando a été installé par le ministre Seka Joseph. Le travail du terrain est déjà en train de se faire et la machine est lancée. Nous n'allons pas arrêter cette machine jusqu'au 31 octobre 2020. En installant cette équipe, le chef de la délégation du RHDP leur a confié une mission. Le RHDP est aujourd'hui partout sur le terrain. Nous devons maintenir cette flamme-là pour que, à l'élection présidentielle, le RHDP puisse gagner au premier tour. Après l'installation de la coordination régionale, cap sera mis sur les responsables départementaux, communaux et sous-préfectoraux, avec pour mission principale la victoire du RHDP à toutes les échéances électorales à venir. Demain, 24 janvier, le CAP UDD, CAP Unir pour la démocratie et le développement, va tenir son congrès ordinaire à Abidjan. Le nouveau président du parti sera élu à l'issue du congrès et tout juste avant, les militants sont formés afin d'aborder les futures échéances électorales avec toutes les armes nécessaires. Moussa Konaté. Une formation sur la social-démocratie initiée par le CAP UDD, CAP Uni pour la démocratie et le développement. Le parti fondé par Gervais Koulibaly veut affronter les futures échéances électorales avec des militants bien outillés. Nous avions parlé de la social-démocratie, ce que c'est que la social-démocratie, qui constitue la justice sociale qui est le plus important, l'égalité, la liberté et le rôle de la femme dans la politique. Pour nous, il faut absolument que nous passions de la théorie à la pratique. Et un militant, nous le disons au CAP UDD, qui est mal formé ou qui n'est même pas formé du tout, n'est pas dangereux que pour lui, il est dangereux aussi pour le parti, mais il est surtout dangereux pour la République et pour la nation. Donc c'est pour cela qu'il faut que nous formions nos militants afin qu'ils sachent pourquoi ils militent et quel est l'objectif qu'ils ont à poursuivre. Cette séance de formation s'inscrit dans le cadre du congrès ordinaire du CAP UDD, une rencontre des différentes structures au cours de laquelle le parti va élire son nouveau président. À Djoufou, dans la commune de Port-Boué, va connaître un grand nettoyage. Tous les habitants de l'espace mitoyen à la zone aéroportuaire ont été sommés de quitter les lieux. L'opération de déguerpissement a cependant été ajournée, mais sur place, on s'organise et on quitte progressivement les lieux avant l'arrivée effective des bulldozers. Eugène Atoubé. L'opération de déguerpissement dans le quartier d'Adjoufou concernant les habitations situées dans la zone aéroportuaire a été reportée s'inédiée. Mais déjà la zone concernée est en train d'être libérée. Témoin toutes ces maisons décoiffées avec portes, fenêtres, carrelage et matériel électrique emportés. Les ex-habitants laissent comme souvenir de leur passage de vieilles affaires inutilisables, de la chiffonnerie et du gravat. On nous avait dit qu'on devait casser ici, on a insisté à rester. Jeudi, ça nous a attrapé et puis brusquement. Et on regrette même d'abord de rester ici longtemps. Nous qui sommes touchés directement, nous on a déjà plié nos bagages. Nous on va rester là, perdre nos matériels. On préfère prendre ça, aller déposer chez les connaissances, les parents, en attendant à ce qu'on se cherche. Donc ils vont casser là. Ils vont rester où? Ils vont pas oublier, mais ils vont aller là. Si les habitations aujourd'hui abandonnées sont celles situées dans un périmètre de 50 mètres à partir de la clôture de l'aéroport,
Les écoles dans cette zone, pour l'heure, sont épargnées, comme annoncé lors du point de presse organisé par les autorités en activité dans la zone aéroportuaire et la tutelle, le ministère des Transports. Mais à Dioufou, l'info s'est vite muée en infox pour gagner les habitants. Les maîtres là, ils nous ont appelés pour dire les enfants peuvent venir à l'école, qu'on dise nous les 6 mois. Les transports venus, quand même, c'est cher. Donc ça en est blanche pour eux. Au 21e étage de l'immeuble posté 2001 au plateau, le ministère des Transports, par la voix du directeur de cabinet, indique que pour ce qui est de l'école, le gouvernement donne un moratoire. Les responsables des comités de quartier ont été chargés de relayer cette information. On encourage ce mouvement de délocalisation volontaire. La seule préoccupation, c'est de trouver un logis pour justement permettre de pouvoir se relocaliser. Mais en tout cas, entre maintenant jusqu'à la clôture de l'année scolaire, il n'y a pas de préoccupation pour la scolarisation de leurs enfants. À Dioufou, le déguerpissement alimente toutes les conversations, mais ce qu'on en dit varie d'une habitation à une autre. À entendre les uns et les autres, il y a un problème de communication et d'information. Pourtant, même ceux qui ne sont pas touchés par le plan de déguerpissement sont déjà sur le départ. Et sans doute que beaucoup, par peur, vont suivre le pas. En Espagne, la 40e foire internationale du tourisme de Madrid s'est ouverte hier mercredi. Un événement mondial qui réunit chaque année des professionnels de l'industrie du tourisme. Côte d'Ivoire Tourisme y déploie tout son arsenal de séduction auprès d'une clientèle espagnole passionnée de tourisme vert et de culture. Cheikh Koné. C'est ici, au Feria de Madrid, que s'est ouverte depuis le mercredi 22 janvier l'édition 2020 de la Foire internationale du tourisme de Madrid, FITTOUR. Cette édition célèbre le 40e anniversaire de cette foire devenue le rendez-vous par excellence des professionnels de l'industrie touristique venus des 4 coins du monde. La 40e édition, c'est l'édition la plus grande de FITTOUR. Et nous avons des chiffres croissants d'exposants, j'espère qu'aussi des visiteurs et d'entreprises participantes. Et pour la première fois, nous avons un pavillon pour l'Afrique. En visite sur le stand de la Côte d'Ivoire, la directrice générale du FITTOUR a émis le vœu de collaborer avec le pays, notamment sur l'organisation des activités de promotion, comme le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. À son tour, la chef de la délégation ivoirienne s'est réjouie des échanges. Elle a par ailleurs situé les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ce salon mondial. Ça a été également l'occasion pour nous de présenter, on va dire, les différents événements à venir en Côte d'Ivoire dans notre secteur, parce que la Côte d'Ivoire va abriter cette année des rendez-vous importants, tels que le Forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique, qu'on organise avec l'OMT, également le CITA et le rendez-vous qui est organisé avec la Chine comme WTCF. Donc c'est vraiment pour venir à la rencontre de tous les acteurs mondiaux du tourisme et pouvoir partager avec eux tout ce programme-là que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du ministère du Tourisme, et également leur présenter la stratégie nationale de développement de notre secteur. En 2019, la FITTOUR a enregistré 253 490 participants, 10 487 entreprises exposantes, 142 643 commerçants, 8 433 journalistes et 165 pays et régions. Pour cette édition, l'accent a été mis sur la durabilité et la technologie, avec la Corée du Sud comme pays partenaire. Coronavirus en Chine. Pour terminer, Pékin a annoncé ce jeudi sa décision d'annuler les festivités du Nouvel An lunaire en raison de l'épidémie. 2 villes chinoises sont maintenant coupées du monde. Elles ont été mises en quarantaine à cause des risques de contamination du coronavirus apparu en décembre dernier. 17 personnes sont mortes et plus de 500 cas ont été recensés en Chine. D'autres cas ont également été signalés dans plusieurs autres pays de la région et aux États-Unis. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. D'autres informations dans le 23h avec Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous.